chasse-passion. La Champagne dite humide est parsemée de nombreux étangs, lesquels s'avèrent être un paradis pour la chasse à la bécasse. Pisciculteur de son état, Patrick Bachelier sait sceller l'amitié de ses proches lorsque l'heure de la migration approche. Installée à l'origine sur une île de la Marne, la ville de Châlons occupe le centre de la Champagne créeuse. Malgré sa façade néoclassique, ajout effectué en 1634, la cathédrale Saint-Étienne marie gothique et roman. De somptueux vitraux des XIIIe, XIVe et XVIe siècles éclairent de leur feu sa nef à 3 travées. Au sud-ouest, en direction de Troyes, la plaine de l'Aube fut en 451 le théâtre des champs cataloniques. On désigne sous ce nom l'ensemble des combats où Attila fut défait par l'armée romaine Decius et dut s'enfuir vers l'est. La Champagne pouilleuse, comme on l'appelle, est aujourd'hui plus fertile, où les parcelles plantées de céréales, de betteraves ou de colza composent des mosaïques polychromes sous des ciels sans limite. Après la période des Templiers, où les moines cultivaient du poisson dans les nombreux étangs de la forêt d'Orient, c'est à Trouan, en 1963, que vit le jour la première pisciculture du département de l'Aube. Yo, tu me videras le fond de la cuve, tu mets 500 kg de carpe dans une cuve, oui. 10 kg de brochet dans la haute, et tu passes d'abord à son jardin. D'accord. Dans une zone particulièrement humide, propice à fabriquer du naturel, Patrick Bachelier est un repris de justice. À 8 ans, il pêchait le saumon dans la Loire sans gaule et sans hameçon. Aujourd'hui, il ne vend qu'aux pêcheurs, aux fédérations, aux APP ou autres comités d'entreprise, du poisson vivant et vivace qui aura tout d'abord vécu, il est vrai, en bassin, le temps de satisfaire, mais surtout en étant naturel, avant de revenir se réchauffer dans les eaux de la Luitrelle, dernière étape avant la commercialisation. Bachelier est le seul pisciculteur dans l'Aube à cultiver naturellement, faut-il le répéter, une vingtaine d'espèces, brochets, sandres, carpes, perches, gardons, etc. Il se dit exploitant d'étangs pour 64 plans d'eau qui forment 1500 hectares de surface, dont il s'accorde avec les nombreux propriétaires la pêche ou la vidange chaque année, sinon 1 an sur 2. La région, il la connaît comme sa poche. Pour assurer son métier comme il l'entend, il convient donc de coller le plus possible à la nature. Et c'est pourquoi nous lui avons demandé de visiter un des sites qu'il exploite pour la pêche. Quant à la chasse... C'est une chaîne de 7 heures pour les faire. Bon. Salut Patrick. Salut. Content d'être chez toi. Tu nous emmènes faire un tour, Bon. explique-moi la manœuvre. Alors, on a des colverts et des sarcelles sur ce côté-là et des bécassines sur le pré. Donc moi, ce que je te propose comme manœuvre, c'est qu'on va longer le bois. On va essayer de surprendre les canards au milieu de l'étang là-bas, au pied du buisson. Et ensuite, on viendra retraquer les bécassines par ici. Nous sommes donc en Champagne humide, en bordure du lac de la forêt d'Orient, dans un territoire situé sur des terres argileuses qui laissent apparaître cet étang rempli par la pluie du ciel. Ceci pour le bonheur de la chasse, de la pêche et de la pisciculture. Alors, l'histoire de ce site, en fait, le site en l'état a 1 an d'existence en eau, puisqu'il a été en fait construit par les moines au XVIe siècle. Il a été asséché en 1850 et j'ai décidé de le remettre en eau l'année dernière. Donc, il y a 1 an, ce territoire était des terres agricoles, en fait.
quasiment en jachère. Et on a pu donc remettre en eau la totalité de la parcelle quasiment. Quel biotope? Alors pour avoir un biotope, je dirais mixte, c'est-à-dire à la fois des eaux suffisamment profondes pour avoir des canards plongeurs, des canards de surface, vous verrez tout à l'heure des sarcelles, j'espère, et puis des colverts. Et vous verrez également sur une grande étendue une zone légèrement humide, légèrement marécageuse, sur laquelle il y a un grand nombre de limicoles, chevaliers, bécassines. On a les deux espèces de bécassines, la bécassine des marais et la bécassine sourde, qui aujourd'hui commencent à migrer avec le vent d'Est. Et au niveau du gros gibier, donc comme on est en bordure d'un massif de forêt de 600 hectares, on a évidemment des sangliers et des chevreuils qui viennent dans les roseaux ou qui viennent chercher de l'églan dans la terre humide. Et qui viennent boire, qui viennent... L'eau, c'est toujours un biotope favorable pour les animaux sauvages. Hein, et on a toujours une population d'animaux, de toutes sortes d'animaux qui viennent autour de zones humides. Alors vous êtes également pêcheur. Je suis également pêcheur, oui. Y a-t-il des prédateurs? Des prédateurs de poissons, oui, bien sûr, les cormorans, on y pense tout de suite. C'est un petit peu notre problème à tous les propriétaires d'étangs, puisque en fait, ils arrivent au mois d'août dans notre région, et puis ils pêchent jusque dans l'hiver, au moment des pêches, où ils prélèvent une quantité considérable de poissons. Lequel est protégé? Lequel est protégé, où aujourd'hui, on a quand même des informations selon lesquelles l'Europe le retirerait de la liste des oiseaux protégés par la directive 79/409, mais nous n'avons pas aujourd'hui d'autorisation de prélèvement. On n'a pas d'autorisation de prélèvement encore aujourd'hui dans l'Aube. On n'en veut pas, on veut de la régulation, on veut pas les façons. On voudrait justement essayer que la population revienne à la situation antérieure à 79, où on avait 20 000 cormorans et non pas 700 000 comme on a en ce moment. Alors au niveau de l'aménagement des berges, vous n'avez pas peur des martres ou autres Non, pas du tout. En fait, il y a le seul animal qui perturbe un petit peu un territoire comme celui-là, c'est le ragondin, puisqu'il risque de percer les digues, de faire des trous dans les digues. Bon, celui-là, j'essaye de le piéger et de le réguler, mais tous les autres animaux, tout reste en liberté, je dirais. J'essaye de déséquilibrer au minimum le territoire. Les prélèvements de chasse, c'est les seuls prélèvements qui sont faits sur ce territoire. Qu'est-ce que c'est que ce truc qui arrive là? C'est un busard qui vient me piquer les canards. Voilà, il est alerté par les canards. Voilà, c'est notre concurrent en fait finalement. C'est un prédateur aussi. Bon, alors il chasse pas avec un fusil, mais en fait on fait partie du même système. Si on veut parler écologie. Bon, enfin, si les bécassines avaient des fusils, ce serait bien plus drôle. Ah ben ça, on courrait en zigzag peut-être. Pour ce qui est de l'aménagement du territoire, il y en a finalement peu, si ce n'est quelques nichoirs pour canards et le broyage du terrain pour arriver à avoir une végétation basse et permettre à la bécassine de vermiller. Pour cet étang de plaine, les terrains sont naturellement adaptés à la bécassine. Aussi, des vaches ou des chevaux de Camargue seraient-ils les bienvenus. Donc à cet endroit-là, en fait, on a broyé l'herbe il y a à peu près 3 semaines, de manière à avoir une végétation suffisamment rase et à côté de l'étang, avec de la végétation de chaque côté pour protéger un petit peu les oiseaux. Donc c'est des endroits que les bécassines aiment bien, en général. Bon, ces platières-là, comme vous le disiez Patrick tout à l'heure, c'est des platières qui sont proches du bois et elles sont moins fréquentées que les platières qui sont en face. C'est clair qu'un étang de bois est moins favorable à la bécassine qu'un étang de plaine. Il faut que le milieu soit ouvert. Il faut qu'elles ne craignent pas de voir arriver des prédateurs des bois. Il faut qu'elles aient de l'air. La bécassine se pose rarement sur des queues d'étang de bois. Chasser avec quel fusible? Alors, moi, je chasse avec un petit calibre 16, avec du 8 ou du 9 comme plomb. C'est du petit plomb, bon, c'est gros comme une griffe, donc l'oiseau bascule assez bien, donc il n'y a pas lieu de chasser ça avec du gros plomb. En
Nous, Patrick, comment est-ce que ça se prépare? Alors, ça se prépare... on en mange volontiers avec les copains. Il faut faire un bon repas de chasse avec une bonne salade de mâche et quelques bécassines bien cuisinées sur la salade de mâche avec un bon vin de Bourgogne. Ça scelle l'amitié, on peut dire ça. Cette passion particulière pour la bécassine? Parce que c'est un oiseau superbe, qui est petit, qui est malin, qui est rare, qui est très difficile à tirer. À la limite, c'est pas pour bouffer un oiseau qu'on vient chasser la bécassine, c'est pour le sport. C'est un oiseau nomade? C'est un oiseau de passage très bizarre. Il se lève pas. Il est très difficile à tirer. C'est très agréable. Très agréable. Il fait bon ménage avec les autres gibiers? Ah oui, la petite bécassine, elle vermille dans les flaques d'eau comme ça. On en voit partout. Partout. Tous les limicoles, tous les anatidés, tout ça, ça fait bon ménage. Alors c'est grave parce qu'on peut rester après à la passer tirer des canards, des sarcelles. Ce sont des vrais oiseaux. Une chasse solitaire? Très solitaire quand même. Oui. Oui. Un ou deux. Oui. À la limite, un garçon comme ça avec moi, je tolère. Oui. Et ma chienne. Non, mais c'est vrai Mais pas qu'on ne fait pas de battue aux bécassines. Ça serait stupide, ça n'aurait pas de sens. L'intérêt de la bécassine également, c'est qu'elle stoppe bien les chiens. Donc on a des arrêts qui sont intéressants avec certains chiens. Vous passez 2 heures superbes avec un puis, chien, un ami. Mais trop traquer un marais à bécassine, c'est pas bon pour le marais à bécassine, c'est clair. Hein. Les oiseaux migrateurs ont besoin de calme, de bouffe. Donc ils ont besoin d'un territoire qui soit adapté suffisamment humide pour que le bec rentre dans le sol, tout simplement, hein, pour pouvoir se nourrir. Et puis ils ont besoin aussi de calme. Alors c'est le chien qui lève le gibier? C'est un animal à émanation forte? Oui, alors ça dépend. Hein. Quand tout va bien et qu'elle se laisse arrêter, quand il y a un petit peu de vent, une petite pluie, etc., qui est plus favorable à un temps calme. C'est meilleur. C'est meilleur et on l'élève un peu au dernier moment. On a des positions de tir qui peuvent être intéressantes. Par contre, quand on a... Tiens, en voilà une d'ailleurs. Une, elle est parfaite. Voilà, vous cherchez ça, ben voilà, elle a une superbe bécassine des marais. Elle est superbe. Vous l'avez pas vu. On l'a entendu tout de suite. Ouais. Ça fait un bruit très particulier quand ça décolle. Voilà. Ce bruit-là, vous pouvez regarder à cet endroit-là, c'est souvent le meilleur des indicateurs. C'est génial, ça. Si on arrive au milieu d'une bande de canards et Pampan tue tous les canards, c'est pas drôle. S'il y a un jet qui prévient tout le monde, il faut que chacun ait sa défense. C'est comme si on avait tiré un canard qui était posé par terre, c'est pas drôle. Il faut que ça vole. Il faut être bredouille de temps en temps pour apprécier. Non, la nature est très bien faite, moi j'adore ça. Si c'est trop facile, c'est pas drôle. Si c'est trop difficile, c'est un peu barbant, c'est vrai. Enfin, faut juste moyenne. Et je pense que là, le gibier d'eau, il y a la juste moyenne. Il faut être discret, il faut être observateur, il faut être un peu malin, il faut être un peu instinctif, il faut être un peu animal, ce qui nous manque à tous. Parlez-nous de la migration par rapport à cette région. Y a-t-il des lois absolues? Il y a des dates absolues. Il y a des dates absolues. Hein. Les premières migrations de bécassines, c'est Sainte-Madeleine, c'est 21 juillet. La deuxième migration, c'est Sainte-Marie, 15 août.
Et puis on va avoir des bécassines jusqu'au moment où... La grosse migration, c'est maintenant. La grosse migration, c'est maintenant. Hein. Les 15 octobre, 15 octobre. les 1er octobre. 30 à 40 jours extraordinaires. Moi, je dis aujourd'hui 15 octobre, 25 novembre. La Sainte-Catherine, le 25 novembre, c'est une passée magique. Hein. On peut voir beaucoup d'espèces d'oiseaux. C'est vraiment le pic de migration maximum pour la région. Les bécassines, ça commence plus tôt. Les sarcelles, ça va commencer. On en a prélevé quelques-unes déjà sur l'étang. On a prélevé beaucoup de bécassines et quelques colverts. Où file la bécassine? Pardon? Où file-t-elle? Afrique du Nord, au chaud. Ah, elle s'en va au chaud, elle va dans l'Afrique du Nord, en Afrique du Nord. Elle nidifie au nord de l'Europe. Et en fait, elle descend, elle est chassée par le froid au nord de l'Afrique. La majorité de la migration. Hein. Alors, on a d'abord la bécassine de marais. Et en général, bon, on a des bécassines sourdes, on en a beaucoup plus tard dans la saison. Les toutes petites bécassines, on peut en tirer. Il m'est arrivé d'en tuer entre Noël et le 1er janvier dans la région. Donc finalement, c'est un limicole qui est présent suffisamment longtemps pendant la période de chasse. Bon. Et c'est ces oiseaux-là qui sont intéressants, à la limite plus intéressants que les oiseaux qui naissent sur les étangs. C'est plus intéressant que les albrancs. C'est magique, en plus on vient sur un étang comme là tout à l'heure, on ne pouvait pas prévoir la quantité d'oiseaux. C'est-à-dire qu'on arrive, on se dit est-ce qu'il va y en avoir? Bon, on est dans les bonnes dates. Il y a un vent de nord-est, il y a un certain nombre d'indications qui peuvent induire une présence de canards assez importante. Mais c'est pas évident, ça ne marche pas à tous les coups. Il y a des bonnes passées, il y a des mauvaises passées, on ne sait pas pourquoi. Vous allez venir un soir à la passée au canard, ça va être fabuleux, il va arriver des canards de partout. Et puis le lendemain, dans des conditions météo quasiment identiques, il ne se passe rien. Alors, on ne comprend pas bien ce qui se passe. Et c'est ça la magie de la chasse au gibier d'eau finalement et aux oiseaux migrateurs. C'est quand même bien cet aspect-là des choses. Il y a un doute, on ne sait pas si on va trouver ou si on ne va pas trouver les oiseaux. Bon, il y a quelques règles d'or qui sont transmises chez les chasseurs de sauvagines. Hein. Les dates, les vents et tous ces événements-là. Mais c'est pas sûr, c'est jamais sûr. C'est jamais sûr. C'est ce qui fait son sel. Oui, oui. Oui. Là, tu peux passer, tu peux circuler sans problème. Ok. Attends-moi un peu. Encore une devant. Ok. Puis nous, on va se serrer là, à ce moment-là. Difficile à tirer là. Le temps est un petit peu trop clair. Et puis trop calme surtout. Patrick, au-dessus, hein. Je t'en fais décoller là. Oh là. Un peu loin, hein. Je suis un peu loin. C'est le bruit de la bécassine quand elle décolle. Elle fait ce bruit-là. Elle y est. Ah, je suis content, elle y est. Ah, une bécassine. Ah oui. Ah oui, oui. Il va falloir la retrouver maintenant. Ah, apporte. Il apporte ton chien? Par ici. Ok. Si tu la trouves, tu la laisses pour qu'elle se passe là. Viens doucement, ok, là. Doucement. Tiens, ça porte là. Ok. Là. Là, ici. Ok. Là. Viens là. Tiens, ça porte ici. Allez, Oh, dommage que j'ai pas mal vérifié. apporte là. Tiens, ça porte, ok, là. Apporte. Apporte ici. Voilà. C'est une C'est une sourde. sourde. C'est une petite. Ah bah voilà, ça c'est... Désolé, monsieur Durand. Hein? Désolé. Oui, pas facile à tirer, tu sais, j'avais le choix entre un caméraman et une bécassine. Alors vous voyez que c'est un tir d'instinct, hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas réfléchir. Là, je l'ai tiré vraiment à l'épaule et
Elle était à portée. Bon, les autres étaient... Elle était même un peu limite, mais les autres étaient trop... décollaient trop loin. Bon, ben, c'est une belle partie de chasse. On s'en va satisfait. Superbe. Dans ces conditions-là. C'est énorme hein, pour se nourrir. Voilà. C'est une bécassine sourde. Oui, tout à fait. C'est la petite bécassine. C'est pas la bécassine de marais. Elle a le bec beaucoup plus court. Elle est plus petite. Plus trapue que la bécassine des marais. Et on l'appelle bécassine sourde parce que souvent elle se lève au dernier moment. Elle est planquée dans un petit trou, dans un pied de vache. Et elle décolle, elle jaillit du sol au dernier moment. Donc on considère, en fait, on a l'impression qu'elle est sourde, mais c'est pas le cas. La spécificité de son bec? Il est beaucoup plus court que la bécassine des marais. Et en fait, c'est exactement le même principe. C'est un bec qui lui permet de vermiller, c'est-à-dire elle plonge son bec dans la vase et elle va chercher les vers comme ça avec son bec. Et c'est la raison pour laquelle les terrains favorables à la chasse de la bécassine doivent être des terrains qui sont relativement détrempés de manière à ce que la pénétration du bec soit possible. Il y a deux ennemis de la bécassine aujourd'hui pour sa nourriture, c'est la sécheresse, l'assèchement des marais. Le drainage, ça assèche les terrains et ça ne permet plus à la bécassine de se nourrir. Et puis le gel aussi, puisque dès que le gel arrive ici dans nos régions, les bécassines vont beaucoup plus bas pour trouver un terrain de nouveau tendre. C'est un animal qui vit en compagnie? Alors, il a parfois un instinct grégaire, c'est-à-dire qu'en fait, on peut enlever 7, 8, des beaux voliers de 7, 8. Bon, c'est arrivé sur l'étang d'en voir décoller, surtout la bécassine de marais. La bécassine sourde est un petit peu moins commune finalement. Et même s'il sait savourer les plaisirs que lui offre la Champagne, Patrick Bachelier reste avant tout pisciculteur. Et un pisciculteur se lève tôt. Certes, aucune journée ne ressemble à une autre, mais par exemple, en période de pêche des étangs, d'octobre à février, le pisciculteur et sa douzaine de collaborateurs sont à pied d'œuvre bien avant le lever du soleil. Les filets posés dans les étangs sont tirés sur le coup de 8 heures et vidés en vrac dans les cuves des camions. Après un casse-croûte en équipe, le poisson est trié, pesé et envoyé dans les grands viviers. Et chaque jour à ses bonnes heures. Ça peut être un poissonneux, tel plan d'eau. Ah oui, oui, très, très riche. Il faut des végétaux pour faire des poissons. Il ne faut pas que de l'eau, faut pas de l'eau morte. Il faut de l'eau riche, en plancton. Alors vous avez une intervention sur le pH? S'il faut, mais a priori, tu as un pH, tu l'as pris, si tu as 7, 7,5, c'est très bon. Pratiquement, comment ça se travaille en étang? Il faut laisser faire la nature. Si le pH est correct, si l'eau n'est pas trop acide, s'il y a un peu de végétaux, pour, avec la photosynthèse, créer un peu de plancton, phyto, zoo, vous faites des poissons superbes. 200 kg de poissons l'hectare, sans rien faire. Alors en tant que pisciculteur, quelle est votre attitude par rapport aux propriétaires de terrain? Attention à ce que tu vas dire. C'est de marier les deux. C'est de marier les deux parce que l'étang, c'est un bien de main morte. Un étang, en général, c'est un bien de main morte. Souvent, quelqu'un a un étang, c'est d'abord pour le plaisir des yeux. C'est important. Ensuite, c'est pour profiter de son biotope, c'est-à-dire venir chasser, tirer une bécassine ou un canard, faire travailler son chien. Parallèlement, il peut très bien emmener les invités, les amis, pêcher un brochet ou une carpe, suivant ce qu'ils veulent. Et vous avez la pêche au filet traditionnelle qu'on fait tous les ans, qui est toujours une fête. On a toujours regardé le côté fête de la pêche d'un étang, de la vidange d'un étang. Il y a toujours des surprises, c'est pour ça que j'ai fait ce métier-là du reste. Parce que c'est surprenant. Alors pratiquement, vous demandez... Ah, je demande tout propriétaire, de tout faire. De vidanger son étang lui-même. Moi, j'arrive le matin, tout doit être prêt. C'est-à-dire que l'étang doit être en perce, prêt pour la pêche, pour qu'on tire les filets le matin à 8 heures, que le propriétaire trie lui-même son poisson, qu'il sache un peu ce que c'est, et qu'il me vende son poisson le moins cher possible. Et à ce moment-là, on garde d'excellentes relations. Ça a du bon rapport?
Le poisson, si on fait une certaine masse, un certain tonnage, oui. Donc pour vivre comme je vis à la gauloise, un peu là, tranquillement, à la cueillette, amicalement. Il est amusant celui-là, il va se poser, vous voyez. Un canard qui va se poser, il va tourner une fois ou deux et hop. Il faut faire un fort tonnage pour gagner sa vie, c'est évident. C'est évident. Sinon, non. Ce magazine hebdomadaire est réservé à des sujets et témoignages tournés en majeure partie avec la complicité de chasseurs français. Tout type de chasse est représenté avec un regard particulier sur la qualité et la gestion du milieu naturel, sans oublier la convivialité des hommes de terrain pour notre plus grand plaisir. À bientôt dans Chasse Passion.